bonjour, bonsoir, selon votre zone géographique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans votre émission Droit de savoir, mais surtout, merci d'avoir encore choisi TLR TV. Eh bien, comme vous le savez, le gouvernement congolais vient de prolonger pour la 27e fois d'affilée l'état d'urgence sanitaire, donc la reconduction du couvre-feu. Ajoutez à cela des nouvelles mesures restrictives pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Parmi ces nouvelles mesures, figure l'obligation vaccinale. Oui, l'obligation vaccinale parce que d'ici au 1er novembre, plus personne n'aura accès au transport en commun ou à bien d'autres services publics sans présentation préalable d'un certificat vaccinal. Voilà qui sera au centre de notre entretien aujourd'hui avec Madame Marlette Kissama, secrétaire générale de la Ligue panafricaine Umoja Congo. Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour, Madame Marlette Kissama. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci pour l'invitation. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Et soyez donc la bienvenue. Merci. Madame, vous avez suivi donc la déclaration du gouvernement, notamment le prolongement pour la 20e fois, je l'ai dit tout à l'heure, d'affilée, les mesures d'urgence sanitaire. Donc, on a reconduit le couvre-feu, qui est toujours là depuis longtemps, mais en plus, des nouvelles mesures ont été annoncées. Parmi ces nouvelles mesures, on va en parler tout à l'heure, l'obligation vaccinale. Mais dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire, ou quel commentaire faites-vous de la reconduction de ces mesures, sinon de cet état d'urgence sanitaire pour la 27e fois d'affilée? Eh bien, nous notons d'abord la volonté du gouvernement de continuer à s'occuper de la question du Covid. Ça, c'est une bonne chose. Hein. Il y a une constance à ce niveau-là. Ce qui, par contre, pose problème, c'est que nous avons l'impression que la réalité épidémiologique du terrain n'est pas prise en compte dans l'appréciation qui est faite par le gouvernement sur le fait de reconduire ou pas un certain nombre de mesures. C'est-à-dire que, par exemple, on a gardé le couvre-feu, alors que la situation a évolué plutôt positivement. Je pense que tout à l'heure, on va y revenir. Sans tenir compte de ce qu'il y a des Congolais qui en souffrent, parce qu'il y a des gens qui vivent de différentes activités qui ont lieu plutôt le soir. La vie sociale aussi en est impactée. Il n'y a pas une réévaluation qui est faite en tenant compte de la situation des chiffres du terrain. Et ça questionne. On se demande un peu sur la base de quel élément, sur la base de quel facteur le gouvernement a décidé de reconduire ces mesures-là qui ont été prises maintenant il y a plus d'une année. Hein. Si on a pu comprendre qu'au début de la pandémie, qu'on ait été contraint, obligé à mettre en place le couvre-feu, aujourd'hui, on peut se demander, est-ce qu'il est toujours pertinent de continuer avec ce couvre-feu? Est-ce qu'il est toujours pertinent de continuer avec des mesures restrictives, notamment en matière d'accès au transport en commun, quand on sait, par exemple, que cette mesure-là a conduit à ce que le prix de la course puisse passer de 150 à 250? Ça, c'est ce que vivent les gens au quotidien. Donc, peut-être qu'il aurait fallu réévaluer les choses, regarder est-ce qu'il est toujours pertinent de continuer avec ces mêmes mesures-là aujourd'hui. Est-ce qu'on ne fait pas plus de mal aux Congolais que de bien? Vous avez rappelé que le prix de la course a augmenté de 150 à 250, j'imagine un peu, dans un pays où 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, donc à moins de 500 francs CFA, et que le transport en commun, par bus, bien entendu, c'est ce que j'ai cru comprendre, passe à 250. Probablement qu'ailleurs, c'est beaucoup plus cher que cela. Mais au niveau économique, vous avez relevé quelque chose de très important. Il y a des jeunes, nous savons que l'économie congolaise est beaucoup plus informelle aussi, des jeunes qui vivent de ces activités qui ont souvent lieu la nuit. Vous allez nous rappeler donc l'heure à laquelle commence le couvre-feu, à quelle heure il est levé, et quelles sont les activités qui sont beaucoup plus touchées, par exemple, par ce couvre-feu? Alors, du lundi au vendredi, c'est de 20h à 5h du matin, et les week-ends, samedi, dimanche, c'est de 23h à 5h du matin. Donc, nous avons des Congolais qui ont des activités, notamment tout ce qui est bar dancing, boîte de nuit, qui ne peuvent pas exercer leur activité de façon optimale. Il y a aussi les transports en commun, notamment les taxis. Il y a des taxis qui font des recettes plus importantes la nuit, qui ne peuvent pas travailler de façon optimale parce que la nuit, ils ne peuvent pas
avoir des clients comme c'était le cas auparavant. Il y a tout ce secteur-là, par exemple la restauration aussi, qui est impacté. Toutes ces personnes-là, aujourd'hui, on souffre. Il y a des gens qui ont dû arrêter leur activité parce qu'ils ne s'en sortent plus, parce que le chiffre d'affaires a énormément baissé. Surtout qu'à côté de cela, il n'y a pas de mesures d'accompagnement digne de ce nom comme cela a pu être fait ailleurs. Hein. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. C'est-à-dire que c'est bien beau de mettre en place des mesures restrictives, mais encore faut-il se demander si elles sont pertinentes, si elles ne font pas plus de mal, si elles ne sont pas, au bout du compte, mortifères. Ailleurs où ça se passe comme ça, où on a eu à fermer des restaurants, il y a des mesures d'accompagnement qui sont mises en place. Mais ici, chez nous, ce n'est pas clairement le cas et il faut aussi tenir compte du fait que les Congolais en souffrent, les gens ne peuvent plus continuer à vivre comme ça. Il y a aussi la vie sociale, c'est aussi important. L'épanouissement d'un individu, c'est tout ça aussi, c'est-à-dire avoir l'opportunité d'organiser un mariage avec sa famille un samedi soir sans être contraint de courir parce qu'il y a le couvre-feu qui va arriver à 20h, aller assister à un proche qui est éprouvé, parce que c'est ça aussi notre vie sociale, ça fait ce que nous sommes, sans être contraint par le fait que, bon, on ne peut pas se rendre à la morgue ou à l'église parce qu'il y a des mesures qui ont été mises en place. Je pense qu'une vraie réévaluation est nécessaire aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut abandonner ces mesures-là, que ce soit bien clair. Il était important de les mettre en place, mais il faut réévaluer ces mesures-là à l'aune des chiffres que nous avons aujourd'hui, voir si tout ceci reste encore pertinent. À un moment donné, le gouvernement congolais avait déclaré venir en aide à ces petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce que ça donnait? Vous n'avez pas d'informations là-dessus? Le gouvernement n'a plus jamais communiqué sur ce sujet-là? Bon, il y a un fonds qui avait été mis en place, qui avait été abondamment fourni par un certain nombre d'acteurs de la place. Ce qui est sûr, c'est que nous, au niveau de l'opposition, quand nous discutons avec les opérateurs économiques, nous n'avons pas de retour concret de l'usage qui a été fait de ce fonds-là. Alors, il y a peut-être des gens qui ont été accompagnés, hein, peut-être, mais le Congolais moyen, donc ma voisine qui vend sa boisson en face de chez moi, elle qui nourrit ses enfants avec cet argent-là, qui est impactée parce qu'il faut qu'elle ferme à 19h son commerce le samedi, sa situation est toujours aussi catastrophique. Elle est au bord de la faillite. Et c'est ça aussi la réalité. C'est aussi celle des petites gens. C'est pas seulement les grands groupes, c'est pas seulement les personnalités qui sont connues, qui ont un nom, c'est aussi les petites gens, les petits commerçants qui sont dans l'informel, qui vivent de ça aussi. Il faut aussi en tenir compte. Alors, on va parler donc statistiques. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, les statistiques sur la COVID-19 au Congo-Brazzaville? Voici 2 ans. Qu'est-ce que ça donne maintenant là? Si on s'en tient aux chiffres du ministère de la Santé, publiés à la mi-septembre, nous avons à peu près 185 morts de Covid confirmés. Donc, ça nous fait un taux de létalité de 1,3%. La tendance est à la baisse, c'est-à-dire que depuis mars jusqu'à maintenant, là, la tendance à la fois en termes de décès et de contamination est plutôt à la baisse, ce qui est une bonne chose. Sur 100% de Congolais diagnostiqués Covid, 95% sont guéris. Donc, ça veut dire que la prise en charge en termes de traitement est plutôt efficace. Si on prend le cas de Brazzaville et Pointe-Noire, on avait à ce moment-là, donc il y a à la mi-septembre, une dizaine de patients Covid hospitalisés, dont la moitié sous oxygène, et moins de 100 patients suivis à la maison. C'est vrai, il y a des personnes qui sont malades, mais on voit bien que nos chiffres sont plutôt bons comparés à d'autres pays où ce sont des centaines de personnes qui sont malades. La tendance est à la baisse, donc c'est plutôt une bonne chose. Je pense qu'on devrait s'en réjouir. Évidemment, je sais que la vie humaine est sacrée, même quand c'est un mort, c'est triste. Mais au vu de ces statistiques telles que vous venez de le rappeler tout à l'heure, est-ce qu'il était vraiment nécessaire de procéder à une vaccination obligatoire? Je pense qu'il ne faut pas baisser la vigilance. Ça, c'est capital. Et c'est peut-être là où nous sommes d'accord avec le gouvernement. Il faut rester vigilant, surtout que ce virus-là mute beaucoup. Donc, il y a des nouveaux variants qui arrivent. Donc, il faut rester extrêmement vigilant là-dessus. C'est vrai, aujourd'hui, on peut dire, bon, nous n'avons que 185 morts. Par rapport aux autres, c'est pas beaucoup. Mais pour peu qu'un variant beaucoup plus virulent nous arrive, si nous baissons la garde, on peut se retrouver comme il y a quelques mois en Italie ou dans d'autres pays où il y a eu
carrément l'hécatombe. Donc, restons vigilants. C'est important de continuer à faire la veille, à faire les dépistages, notamment aux frontières, à faire un suivi rigoureux. Et là, peut-être même qu'il faut redoubler d'efforts par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Il est aussi important de vacciner, hein, parce que, évidemment, on l'a vu, hein, si on regarde l'histoire de la médecine, la plupart des pandémies ont été canalisées, maîtrisées grâce à la vaccination, notamment par exemple la tuberculose. Aujourd'hui, si on arrive à la maîtriser, même s'il y a des gens encore qui arrivent à la contracter, c'est bien parce que au Congo, les enfants doivent être vaccinés au BCG, donc contre la tuberculose. C'est le cas par exemple pour le tétanos. Enfin, il y a comme ça des tas de maladies qui ont pu être maîtrisées. La poliomyélite aussi. Hein, si aujourd'hui on a moins de personnes handicapées physiques, c'est bien parce qu'il y a cette obligation vaccinale qui est faite aux parents de vacciner leurs enfants. Donc, c'est une bonne chose pour la science, pour les scientifiques du monde entier qui ont travaillé d'arrache-pied pour mettre sur pied des vaccins contre le Covid. Donc, sur ce principe-là, il n'y a rien à dire. Il est important qu'il y ait des vaccins et que les personnes qui se sentent le besoin ou l'envie de se faire vacciner, ou encore les personnes à risque, parce qu'on n'est pas tous égaux face au Covid. Il y a des gens, du fait de leur situation physiologique ou encore de leur âge, c'est-à-dire que les gens qui ont des pathologies qui les rendent immunodéprimés, donc qui ont déjà un système immunitaire beaucoup plus sensible, les personnes qui, du fait de l'âge, sont beaucoup plus exposées, ou encore des gens qui exercent des activités professionnelles qui font qu'ils sont beaucoup plus au contact de la foule. Ces gens-là, il est tout à fait indiqué qu'on leur propose le vaccin pour pouvoir limiter les risques pour elles de contracter le virus. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, en faire une obligation, c'est-à-dire vaccin tous azimuts pour tout le monde, là, ça questionne. Ça questionne parce que si on est à 1,3% de létalité au Congo, obliger tout le monde, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, même si dans la communication du gouvernement, on ne parle pas d'obligation, parce qu'au début, on nous a dit que ce n'était pas obligatoire de se faire vacciner, que chacun pourrait le faire à sa convenance. Mais là, les mesures qui ont été prises là récemment, là, qui vont entrer en vigueur le 1er novembre, rendent de fait obligatoire la vaccination, parce que si pour se rendre à la mairie, à la préfecture, pour emprunter le bus pour aller dans une autre agglomération, il faut fournir la preuve d'être vacciné, on peut considérer que désormais le vaccin est obligatoire. On sera tous obligés d'y passer, même si on n'en prouve pas le besoin. On est donc dans une situation d'obligation vaccinale de fait. Ça, il faut le noter. Donc, comme ça, vacciner tous azimuts, question, parce que quand on examine les chiffres, on se demande sur quelle base cette mesure a été mise en place. Pourquoi pour 1,3% de létalité, moins de 2%, on oblige toute la population à se faire vacciner, alors qu'il y a des pathologies qui tuent plus. Il ne s'agit pas de minimiser l'impact du Covid, hein, ce n'est pas ce dont il s'agit, mais il y a des pathologies avec lesquelles nous vivons depuis des années qui tuent plus, pour lesquelles rien n'est fait. On nous dira que peut-être que pour ces maladies-là, il n'y a pas encore de vaccin sur le marché, mais il n'y a pas que le vaccin. Il y a aussi la prévention, notamment l'hygiène, qui est le b.a.-ba à faire pour lutter contre la maladie. Si on prend par exemple le cas du paludisme, qui est certainement l'une des maladies les plus mortelles au Congo, ben, rien n'est fait par le gouvernement pour enrayer cette maladie, en tout cas pour limiter le paludisme, alors qu'il tue beaucoup plus aujourd'hui que le Covid au Congo. La ville est sale. Pourtant, à ce que je sache, il y avait des mesures comme quoi le traitement du palu serait gratuit au Congo-Brazzaville, notamment pour les enfants de 0 à 15 ans. Je peux vous assurer qu'en tant que mère de famille, mes enfants, comme tous les enfants du Congo, ont de temps en temps le paludisme. Donc, quand je vais avec eux à l'hôpital, ben, je paye. Donc, ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire que je paye la consultation, je paye les examens qu'il faut faire, je paye les médicaments. Quand ils ne sont pas à l'hôpital, je vais les payer à la pharmacie et ça coûte extrêmement cher. Quand on n'a pas d'argent, c'est très compliqué. Non, évidemment, hein, cette mesure a peut-être été mise en place, mais dans les faits, elle n'est pas du tout respectée. Donc là encore, on se demande bien comment ça se fait que pour le paludisme qui tue énormément, rien n'est fait, même pas l'hygiène. Brazzaville, Pointe-Noire, pour prendre que ces deux grandes villes sont de plus en plus sales. Là, nous sommes en octobre, là, bientôt. C'est la saison des pluies. Donc, aller dans un marché de Brazzaville, il faut avoir le cœur bien accroché, hein, parce que
Non, c'est des conditions de vie insupportables. Et on vit dans la saleté et rien n'est fait pour rendre la vie beaucoup plus propre. Il y a une mesure qui avait été mise en place par le gouvernement passé où on demandait aux Congolais de faire ce qu'on appelle salongo, c'est-à-dire faire le travail en collectivité, nettoyer la ville les samedis, je crois que c'est le premier samedi du mois. Mais je peux vous dire que cette mesure-là s'est transformée en ne pas travailler, c'est-à-dire que les commerces sont fermés jusqu'à 10 heures, personne ne travaille, les boutiques sont fermées parce qu'elle a été pervertie, personne ne la respecte, c'est pas du tout appliqué, donc il n'y a pas de changement, en gros, si ce n'est les commerces qui sont fermés à ces heures-là. Nous considérons qu'au-delà du Covid, il y a des maladies qui sont là, qui tuent plus, sur lesquelles le gouvernement devrait aussi s'engager de façon sérieuse, c'est-à-dire qu'au-delà des effets d'annonce, de façon sérieuse. Il y a des petites choses qu'on peut faire. Évidemment, on va nous dire que le pays est en crise, on n'a pas d'argent, d'accord? Mais il y a des choses qu'on peut faire, notamment l'hygiène, curer les caniveaux. Enfin, ça, c'est quand même à notre portée. Éviter qu'il y ait des mares d'eau par-ci, par-là. C'est à notre portée. Si on le faisait, je suis sûre que les chiffres du paludisme s'en ressentiraient. Et je peux aussi prendre l'exemple de la tuberculose, de la fièvre typhoïde, du VIH-Sida, il y a de la fièvre jaune, la méningite, qui tue les Congolais jour après jour. Surtout que, peut-être qu'on y viendra plus tard, surtout que le plateau technique aussi ne répond pas. Le prix des médicaments est de plus en plus insupportable. Donc, tout ça fait que c'est compliqué. Madame, vous avez parlé du plateau technique. Vous faites allusion à quel hôpital, ça? Tous les hôpitaux congolais ne sont pas équipés comme il faut. Si nous prenons le plus grand hôpital, le CHU, c'est tout un scandale. Aujourd'hui, le CHU est en état ne fonctionne quasiment pas. Évidemment, l'hôpital est ouvert, hein, des patients sont admis, mais le CHU ne fonctionne quasiment pas. Aujourd'hui, à Brazzaville, si on vous prescrit un scanner, il faut aller à l'hôpital de Mfilou pour le faire. C'est quand même pas normal que dans la capitale, que ce soit le seul hôpital public qui offre ce service-là. Donc, pour faire un diagnostic, il faut attendre que le scanner soit fait à Mfilou, qu'on vous envoie les résultats. Mais c'est pas étonnant que les gens meurent comme ça. L'infrastructure de santé, que ce soit les CSI, donc les centres de quartier, ou les grands hôpitaux ne sont pas à la hauteur. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de personnel de santé compétent. Là, je parle de Brazzaville, qui est plutôt bien loti comparativement à d'autres localités. Quand vous allez à l'intérieur du pays, c'est encore beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué. Il y a même des localités où il n'y a pas d'hôpitaux du tout. On nous avait annoncé la construction de 12 hôpitaux universitaires dans chaque département. Jusqu'aujourd'hui, aucun d'entre eux n'a vu le jour, n'a ouvert. Alors, on se demande bien ce qui se passe. Donc, face à tout ça, évidemment, hein, c'est bien de s'intéresser au Covid, mais il ne faudrait pas que le Covid soit l'arbre qui cache la forêt, que ça nous fasse oublier les réalités qu'on vivait avant Covid et qu'on vit pendant Covid, et que si on y prend garde, qu'on va encore vivre après Covid. Ça, c'est aussi important. Oui, c'est important, madame. Alors, je vais revenir sur notre sujet principal. Nous parlons donc de la vaccination obligatoire. Dans tous les cas, c'est cela. Même si les termes ne sont pas les mêmes, mais c'est un jeu de mots. Nous savons que dans le code de Nuremberg, il est exigé que l'intéressé donne ou soit consentant, comme on le dit, et qu'il soit aussi informé, renseigné sur la nature du produit à inoculer ou à prendre. La question est de savoir si le gouvernement congolais communique sur la nature, l'origine et pourquoi pas les différents contrats qu'il a avec ces laboratoires. Est-ce que le gouvernement communique sur la nature des vaccins, sur l'origine des vaccins, pour qu'au moins les gens sachent de quoi s'agit-il? Le gouvernement s'est ému, en tout cas les autorités sanitaires se sont émues de ce que les Congolais ne se bousculaient pas pour aller se faire vacciner. C'est-à-dire que depuis que nous avons reçu les premiers lots de vaccins, les gens ne se bousculent pas pour se faire vacciner. Comment voulez-vous que les gens aillent se faire vacciner s'ils n'en sentent pas le besoin impérieux? D'abord, au regard de leur réalité autour d'eux, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression, et pas forcément à tort, hein, que c'est vrai qu'il y a la maladie, mais elle n'est pas aussi virulente que ce qui avait été annoncé, ou encore elle n'est pas aussi virulente que dans d'autres pays.
Et surtout, et là c'est pour revenir à ce que vous dites, si les gens ne savent même pas de quoi il s'agit, ils ne savent pas de quel vaccin il s'agit, d'où viennent ces vaccins-là, quelle différence y a-t-il entre différents vaccins proposés? Actuellement, nous avons le Sinopharm à Brazzaville, Sputnik 5, Sputnik Light et Johnson & Johnson. Donc, ça fait 4 vaccins à disposition. Quand vous allez vous faire vacciner, on vous demande lequel vous voulez que l'on vous inocule. Comment voulez-vous que les gens choisissent parmi ces 4 vaccins s'ils ne savent même pas qu'est-ce qui différencie le Sinopharm du Sputnik 5 Light? Non, non. Là, clairement, non seulement il n'y a pas consentement clair, mais surtout, il n'est pas éclairé. Parce que éclairé, ça veut dire qu'il faut que la personne sache ce dont il s'agit, qu'on se soit assuré que la personne a bien compris ce dont il s'agit. On est dans une situation telle que, en fait, c'est normal que les gens ne puissent pas se bousculer pour se faire vacciner et ne puissent même pas accorder de la crédibilité à ces vaccins-là. Il y a aussi un élément que je voudrais souligner. Avec le COVID-19, il y a des nouvelles technologies qui ont été mises en place pour produire des vaccins, notamment je pense aux vaccins à ARN messager qui sont sortis là, qui questionnent parce que ce sont des technologies nouvelles qui n'ont jamais été encore expérimentées. Donc les gens se posent des questions et c'est bien normal. C'est quoi ces nouveaux vaccins, quels sont les effets secondaires, surtout que la presse tous les jours répertorie des effets secondaires liés à chacun des vaccins. Donc, si jamais je prends tel vaccin, qu'est-ce qui va m'arriver? Et il y a des vaccins qui ne sont pas reconnus partout aussi. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire vacciner tel vaccin, quand vous allez à l'étranger, on vous dit que ici chez nous, il n'est pas reconnu. Donc, il y a tout ça. Et à notre avis, le gouvernement ne fait pas suffisamment pour permettre à ce que les Congolais soient édifiés sur la question, en tout cas sur tous ces questionnements-là, et qu'ils soient assez éclairés pour se faire vacciner en connaissance de cause. À notre avis, c'est la base. C'est par là qu'il faut commencer. Il y a eu quelques campagnes qui ont été menées, quelques-unes de façon relativement timide, mais ce n'est pas suffisant. Quand vous regardez la presse étrangère dans d'autres pays, le débat est vivant. Les gens en parlent. La presse, les journalistes, les scientifiques expliquent, débattent. Et c'est au gouvernement de créer ces espaces de débat-là pour que les scientifiques expliquent aux profanes c'est quoi le vaccin, c'est quoi tel vaccin, il y a quoi dedans, que l'on sente que la question devient en fait une question, que le débat est national, que quel que soit le Congolais où qu'il se trouve, qu'il comprenne ou pas le français, qu'il soit assez édifié, de sorte qu'il aille se faire vacciner en toute sérénité. Or là, ce n'est pas le cas. Là, on a l'impression qu'on vous oblige à aller vous faire vacciner sans que vous ne sachiez d'abord quel vaccin choisir, pourquoi prendre celui-ci et pas celui-là. Surtout, comme vous l'avez dit, généralement, et la plupart des vaccins que vous venez de citer, c'est des vaccins qui, finalement, une fois vaccinés, et si vous voulez sortir du Congo, ces vaccins ne sont pas reconnus ailleurs. Mais bref, c'est une parenthèse. Mais ma question est de savoir, est-ce que, mais vous avez déjà dit que le gouvernement ne communique pas assez, sinon, je voulais savoir qui assume les responsabilités, par exemple, en cas d'effets secondaires. Qui assume la responsabilité? Est-ce que c'est le gouvernement congolais ou ce sont ces laboratoires russes ou chinois qui ont, je ne sais pas si c'est un don ou bien c'est des vaccins achetés. Là aussi, on n'a pas vraiment l'information. Nous avons reçu des lots de vaccins par don. Alors, est-ce qu'il y en a que nous avons achetés? Là, ce n'est pas très, très clair. En cas d'effet secondaire, en principe, c'est la prise en charge sanitaire est faite par le gouvernement, donc par le biais du ministère de la Santé. Est-ce que dans les accords qui lient notre gouvernement, notre pays à ces laboratoires-là, il y a des clauses de financement de ces prises en charge-là? Ce n'est pas clair non plus. Il y a beaucoup de zones d'ombre quand même autour de ces questions-là. Il y a des éléments qui questionnent et pour lesquels on voudrait bien savoir ce qu'il en est exactement. Est-ce que tout ceci est répertorié? C'est-à-dire que si quelqu'un prend tel vaccin à Brazzaville avec effet secondaire, est-ce que ces éléments-là sont renvoyés auprès du laboratoire pour qu'ils en tiennent compte dans les productions prochaines? Dans le processus, aussi, voilà. C'est pas très, très, très clair non plus. Et c'est la raison pour laquelle il faut créer des espaces d'expression pour que les gens puissent expliquer, les sachants expliquent aux profanes, aux Congolais, de quoi est-ce qu'il s'agit
de quoi est-ce qu'ils retournent. Parce que si cela n'est pas fait, il y aura de la suspicion et surtout, l'une de nos craintes, et ça, je pense qu'en tant que Congolais, on le sait très bien, il y a le risque qu'il puisse se développer des situations de magouille autour de ces preuves de vaccins-là, où certains seront même peut-être vendus à la cité, où finalement, les gens ne se feront pas vacciner parce qu'ils n'y croient pas, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se posent des questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Donc, on va essayer de contourner la chose en achetant ces passes vaccinales ici et là. Ça va arriver fatalement. Ça s'est passé comme ça pour le port du masque obligatoire. Ça s'est passé comme ça pour les mesures barrières. Aujourd'hui, il est interdit, en tout cas, parmi les mesures qui ont été prises par le gouvernement, interdiction a été faite de célébrer les messes de requiem pour les défunts, évidemment pour limiter la propagation de cette pathologie. Mais il y a des gens qui font des messes pour leurs défunts, ça existe. À Brazzaville, il y a des églises qui, de temps à autre, célèbrent ces messes-là. Et on se demande comment font ces personnes-là pour faire célébrer les messes de leurs défunts et pas les autres. Donc, on a du coup des situations d'injustice où des Congolais qui ont de l'argent peuvent faire certaines choses parce qu'ils ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas ne peuvent pas le faire. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pareil. Hein. Le port du masque, dans la ville, les gens mettent leur masque au montant parce que, bon, voilà, la chose a été dévoyée. Plus personne ne porte le masque comme il faut parce que la chose a été dévoyée. Donc, c'est aussi la crainte que nous avons par rapport à ces documents-là, ces passes vaccinales-là, où si les gens ne sont pas convaincus par l'importance de se faire vacciner, ils vont se retrouver à les acheter au marché noir, à les monnayer et au bout du compte, on sera passé à côté de la vaccination qui est importante pour favoriser des comportements que nous décrions tous. Nous allons vers la fin de notre émission. Est-ce que vous avez une idée sur le dispositif vaccinal? Puisqu'ils ont dit que c'est d'ici au 1er novembre, cela veut dire que tout le dispositif est déjà prêt pour lancer la vaccination à grande échelle. Alors, c'est dans un mois. À Brazzaville, il y a entre 15 et 20 centres, CSI, grands hôpitaux qui ont été choisis pour être dont certains sont déjà des centres de vaccination. C'est aussi le cas à Pointe-Noire. Dans d'autres villes, c'est beaucoup plus flou. C'est beaucoup plus flou. On nous dit par exemple qu'à Makwa, on a commencé la vaccination, mais où, comment, c'est pas clair. Et même à Brazzaville, même si il y a 20 centres, à notre avis, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que si dans un mois, il faut être vacciné obligatoirement, le risque que l'on court, c'est qu'il y ait cohue, en fait. Que les gens puissent se précipiter parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut être vacciné rapidement. Dans d'autres pays, les pays que nous prenons en exemple, parfois à tort, par mimétisme, des centres ont été créés un peu partout, de sorte qu'il n'y ait pas forte affluence, de sorte qu'il n'y ait pas de cohue et que les gens puissent se faire vacciner facilement. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, très clairement, ce n'est pas le cas. Même la communication publique n'a pas encore vraiment démarré. Par exemple, dans les quartiers, habituellement, quand il y a des campagnes comme ça de vaccination qui se font, les gens passent avec des mégaphones pour demander à aller à tel endroit. Pour l'instant, en tout cas, de là où moi je me trouve, ce n'est pas encore le cas. Donc, dans un mois, il faut que tout le pays soit vacciné. Très clairement, je pense qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Il y a aussi des questions d'ordre logistique qu'il faut se poser. Ces vaccins-là, il faut les transporter dans des conditions bien particulières, respect de chaîne de froid. Là, les pluies ont commencé. Une bonne partie de notre pays n'est pas bien desservie. Les routes ne sont pas bonnes. Est-ce que dans le moindre recoin du pays, les gens auront accès à la vaccination en temps voulu et des vaccins bien conservés? On se pose des questions. On se pose les questions. C'est aussi, je crois, la fin de notre émission aujourd'hui. Avant que vous ayez une dernière préoccupation, donc la question n'a pas été posée, c'est l'occasion. Vous avez quelques secondes pour cela. Notre préoccupation, c'est bien évidemment la santé des Congolais, parce que en fait, notre souci, c'est que nous avons l'impression que le gouvernement ne prend pas assez la mesure de la catastrophe que le pays traverse, notamment en matière de santé. Nous sommes en situation de catastrophe. Il faudrait que les pouvoirs publics puissent se ressaisir. Nous sommes tous concernés. Il y a des gens qui ont de l'argent qui se disent, bon, moi j'ai de l'argent, je veux me faire soigner en France. Mais en cas d'urgence, on se retrouve tous au CHU. Donc, peut-être qu'il faut examiner cette affaire-là avec beaucoup plus de sérieux. Éviter les effets d'annonce parce que ça ne grandit personne et ça ne profite à personne.
il faut prendre des mesures concrètes avec sérieux. Nous ne demandons que ça. Évidemment, nous sommes l'opposition, mais tout comme n'importe quel Congolais, on voudrait bien pouvoir être bien soigné dans les bonnes conditions. Et il faudrait que la question de la santé soit traitée à la juste mesure, avec tout le sérieux qu'elle requiert. C'est vraiment ça notre principale préoccupation à l'heure actuelle en matière de santé. Alors, Madame Marlette Kissama, déjà, je dirais grand merci d'avoir répondu à toutes ces questions qui ont porté sur la reconduction de l'état d'urgence sanitaire au Congo-Brazzaville. Mais il serait quand même souhaitable de dire à nos téléspectateurs qui vous découvrent d'ailleurs, c'est quoi votre parti, comment il est structuré, la Ligue. Bien entendu, c'est comme ça que vous appelez ça, la Ligue panafricaine Umoja Congo. C'est quoi exactement? Un parti, une organisation, une association ou... Merci, M. Perrin. Il s'agit d'un parti, Ligue panafricaine Umoja Congo, qui est un parti panafricaniste qui a existé pendant quelques années comme association. Maintenant, nous avons fait la démarche de muer plutôt en parti politique. Nous avons fait une déclaration de candidature à la présidentielle passée, au cours de laquelle nous avons contesté la tenue de cette élection avec un certain nombre de camarades de l'opposition parce que nous considérons que les conditions n'étaient pas réunies pour aller à cette élection-là. Depuis, nous poursuivons notre implantation, notre maillage au sein du territoire national. Donc, on est un parti panafricaniste, c'est-à-dire que notre profession de foi, c'est de travailler à la mise en place d'un État fédéral africain. C'est ça notre objectif politique principal. Nous défendons la souveraineté de notre pays, nous défendons l'accès équitable à la richesse nationale pour tous les Congolais. Nous luttons contre l'impérialisme, contre la mainmise des richesses, sur les richesses africaines par des puissances étrangères. Nous sommes évidemment pour la culture africaine, d'où d'ailleurs le mot Umoja que vous retrouvez dans notre nom, qui signifie unité en Kiswahili, qui est une langue africaine importante. C'est en quelques mots ça, la Ligue panafricaine Umoja, parti politique panafricaniste au Congo. Nous sommes aussi présents, en tout cas, il y a d'autres camarades panafricanistes comme nous, qui sont aussi présents dans d'autres territoires africains où également ils font le même travail que nous, c'est-à-dire la sensibilisation, le travail de mobilisation politique sur le terrain pour vulgariser les idéaux panafricanistes, lutter contre l'impérialisme, travailler à la souveraineté, à la liberté, assainir le climat politique national, comme ce que nous faisons ici, de sorte que les Africains puissent être heureux chez eux et épanouis, qu'il n'ait pas besoin forcément de s'exiler pour connaître le bonheur à l'étranger. En tout cas, tout le plaisir a été pour moi de vous avoir reçu sur notre plateau. Nous vous disons donc merci d'avoir répondu à nos questions, mais surtout d'avoir disposé du temps pour nos téléspectateurs et surtout pour les Congolais. À vous, chers téléspectateurs, merci de vous avoir encore compté parmi nous aujourd'hui. Restez toujours branchés sur votre canal d'information, KELR TV, mais surtout, n'oubliez jamais, je dis bien jamais, de partager nos émissions, de liker pour évidemment promouvoir ce travail de la liberté d'expression. Je vous retrouve très prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien. Merci.